Hassan. Merci Madame la Présidente, chers amis. Je suis ravi d'être parmi vous. Essayez donc de m'interrompre si je dépasse l'heure qui m'est impartie. Donc je vais essayer donc de résumer un petit peu les grandes publications donc, concernant le traitement des complications du diabète de type 2. Alors commençons par la microangiopathie. On sait que la réduction de l'hyperglycémie réduit le risque de néphropathie diabétique. Et cela a été démontré par la méta-analyse qui a montré qu'une réduction donc, de 0,9 d'hémoglobine glyquée entraîne donc une réduction de la néphropathie de 20%. Donc, chose qui est un résultat très intéressant qui nous oblige donc à s'acharner donc à faire baisser l'hémoglobine glyquée. De même, cette réduction donc de 0,9 réduit donc le risque de rétinopathie de 13%. Donc, chose qui n'est pas négligeable. Donc, et là, c'est à la lumière donc, des grandes études ACCORD, ADVANCE, EKPDS et VADT. Malheureusement, pour la neuropathie, on n'a pas les mêmes résultats. Et donc, la réduction de l'hyperglycémie, donc en l'occurrence l'hémoglobine glyquée, n'a pas d'influence sur donc, la neuropathie. Donc, concernant donc, la macroangiopathie, donc, comme vous le savez, le diabète de type 2 est avant tout une maladie cardiovasculaire et que le risque cardiovasculaire est multiplié par 2, voire par 4 chez le patient diabétique, et que 2 tiers des patients diabétiques de type 2 vont décéder d'une maladie cardiovasculaire et la moitié d'entre eux d'une insuffisance coronaire. Donc la perte de l'espérance de vie d'une dizaine d'années, dont 50% donc, est due à la maladie cardiovasculaire, et que donc, bien sûr, ce qui nous amène donc, à une prise en charge multirisque pour réduire ce risque cardiovasculaire chez le diabétique de type 2, et cela donc, a fait l'objet des études de ces 20 dernières années. L'insuffisance cardiaque, essentiellement, donc la diastolie, est une complication dont l'incidence augmente avec le diabète de type 2. Et la maladie rénale, actuellement, est très fréquente chez le diabète de type 2 et augmente le risque cardiovasculaire. Donc, d'accord, la réduction de l'hyperglycémie réduit le risque cardiovasculaire, mais cela prend du temps. Donc, il faut être patient. Donc, pourquoi? Parce qu'il faut agir pratiquement sur toutes les composantes de la macroangiopathie. On a donc les grandes études, donc l'étude HOPE déjà pour l'hypertension artérielle, qui a montré que la réduction de l'hypertension artérielle avait un impact sur la réduction donc, de la paroi donc, endothéliale, et que la première étude, donc HPS, l'étude lipide, avait montré que la réduction donc, de LDL cholestérol avait donc, des résultats importants sur la plaque, mais aussi donc, sur l'inflammation qui entraîne donc, l'athérosclérose, et bien sûr l'hyperglycémie, donc l'étude du KPDS, a montré que l'hyperglycémie, par le biais donc, de l'alkylation et de l'oxydation aussi bien de la média et de l'adventice, contribuait donc de façon importante à ces complications cardiovasculaires. Donc cela nous amène à cette plaque importante. Donc, pour diminuer le risque cardiovasculaire, donc, il faut donc une approche multifactorielle. Cette approche multifactorielle passe par le contrôle de la dyslipidémie, par le contrôle donc, intensif de la tension artérielle, par des antiagrégats plaquettaires, par la réduction, le premier point important, la réduction du poids et des mesures régionodététiques, et bien sûr par le contrôle glycémique. Donc il faut avoir donc, en tête cette approche multidisciplinaire, multifactorielle, pour éventuellement réduire ce risque cardiovasculaire. Donc le mot-clé de la prise en charge moderne du diabète de type 2, ça le plus important, en fait, si on doit retenir une chose, c'est la personnalisation du traitement. Donc c'est un traitement personnalisé. Il n'y a pas de traitement standard, il n'y a pas de traitement, je dirais, pour tout le monde. C'est une personnalisation. Et là, nous amène à des réflexions. Et ces réflexions, c'est important. Et ça nous concerne de près en tant que diabétologue. Donc le choix d'un traitement adapté doit répondre à l'objectif glycémique. Qu'est-ce qu'on attend de l'objectif glycémique? Cet objectif glycémique doit tenir compte de la physiopathologie du patient diabétique. Les objectifs glycémiques ne sont pas les mêmes pour tous les patients diabétiques. C'est en fonction, cela tient compte en fonction des risques d'effets secondaires. Essentiellement, 2 points importants ces dernières années, c'est l'hypoglycémie et la prise de poids. Et bien sûr, l'existence d'éventuelles pathologies associées. Donc les accidents cardiovasculaires, athéromateux, tenir compte de l'insuffisance cardiaque et tenir compte de la néphropathie. Alors, quel objectif d'HbA1c et pour quel type de personnes diabétiques? La majorité, bien sûr, donc l'objectif 7, c'est pour la majorité. Avoir une hémoglobine glyquée à moins de 7%, c'est la majorité pour tout le monde. Cependant, pour les patients diabétiques de type 2, dont le diabète est nouvellement diagnostiqué,
et dont l'espérance de vie est supérieure à 15 ans, l'objectif est plus bas. Donc il faut cibler donc, une hémoglobine glyquée donc, autour de 6,5, à condition que la thérapeutique mise en œuvre ne doit pas entraîner ni d'hypoglycémie, ni entraîner donc, ni avoir donc, des répercussions sur donc, le style de vie et donc sur le style de vie, par exemple, et ne pas avoir donc, de complications. Donc, les facteurs de risque et la mortalité cardiovasculaire, vous avez donc cette grande étude, cette méta-analyse très importante qui a consisté dans une cohorte très importante d'à peu près 271 patients diabétiques de type 2 et qui a montré que chez patients diabétiques de type 2, il faut agir donc sur 5 facteurs de risque importants. Il y a un diapositive qui est sauté. Donc, 5 facteurs de risque importants. Donc, agir sur l'hypertension artérielle, agir sur le poids, réduire la microalbuminurie et améliorer le profil lipidique. Alors, cela nous amène donc à les études qui ont été faites. Les études, donc, un certain nombre d'études qui ont été faites, et vous le savez, depuis donc, ces dernières années, donc l'ADA, donc, pour toute molécule nouvelle, donc, il faut absolument qu'il y ait donc, des études de safety, donc essentiellement des études de sécurité cardiovasculaire. Et vous avez donc ici toutes les études, et vous avez les études sur la safety cardiovasculaire. Il y a énormément d'études, et vous avez des études qui sont déjà apparues, il y en a d'autres qui sont donc en cours de réalisation, et toutes les études donc essentiellement donc, le safety cardiovasculaire sur 3 facteurs essentiellement, le 3 MACE ou le 4 MACE, le 4 MACE ou le 3 MACE. On va essayer donc de voir un peu les études qui sont déjà sorties et on va voir après les études qui sont en cours. Alors, vous avez ici, donc, c'est l'historique des études cardiovasculaires depuis donc, la première étude donc, du GPD jusqu'aux dernières études donc, des dernières années. Donc, vous avez bien sûr tout s'acharne autour donc, du glucose. Et vous avez donc les premières études, donc vous avez ici des études de safety cardiovasculaire, et dans les études de safety cardiovasculaire, vous avez donc les études qui ont été faites avec les inhibiteurs de DTP4, et dans les études faites avec les inhibiteurs de DPT4, vous avez donc le Cyvortimi, vous avez l'Hexamine, vous avez le TECOS et vous avez Carmelina. Parmi ces études-là, c'est essentiellement l'étude TECOS. L'étude TECOS avec la sitagliptine qui a montré qu'il n'y a pas d'infériorité par rapport au placebo. L'étude Cyvortimi, vous connaissez les résultats. Donc, depuis le départ de l'étude, il y avait donc une augmentation importante donc, de risque d'insuffisance cardiaque. Vous avez donc, ça c'est avec les inhibiteurs de DP4, vous avez essentiellement les nouvelles études avec les inhibiteurs de SGLT2. Et dans les inhibiteurs de GLT2, c'est là où on a d'excellents résultats, essentiellement au niveau de la protection cardiovasculaire. Dans le chef de file, c'est l'étude EMPALEC. Ensuite, vous avez l'étude CANVAS. Et vous avez actuellement une étude qui est en train d'être réalisée, c'est l'étude DECLARTIMI. Vous avez donc des études aussi cardiovasculaires avec les analogues du GLP1. Et dans les analogues GLP1, vous avez l'étude ELIXA, vous avez l'étude EXCEL, LEADER, SUSTEN6, l'étude HARMONY. Vous avez les études anciennes. Donc, parmi les études anciennes, ceux qui ont montré une protection cardiovasculaire, vous avez essentiellement la glitazone, mais dans la glitazone, vous le savez, elle a été retirée surtout en Europe à cause donc, du risque d'aggravation chez certains patients qui ont donc, une insuffisance cardiaque, donc le risque d'aggravation de l'insuffisance cardiaque. Et vous avez donc l'ancienne molécule qui est la metformine, et la metformine avec l'étude du KPDS qui avait montré donc, une protection cardiovasculaire. Et avec les insulines, on n'a que 2 études, l'étude Origine avec la Lantus et l'étude DEVOT. Alors, le plan de mon exposé va être le suivant. Donc, après cette introduction sur le focus sur les complications cardiovasculaires, on va essayer de voir donc, les données factuelles, et dans les données factuelles, on va essayer de voir donc, les résultats des essais cardiovasculaires. On ne va pas s'attarder, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez des molécules qui ont montré donc, une protection cardiovasculaire, et dans les molécules qui ont montré une protection cardiovasculaire, vous avez donc les analogues du GLP1, vous avez les inhibiteurs de GLT2, et vous avez les inhibiteurs de DP4. Donc c'est pratiquement, vous avez ces 3 molécules
qui ont actuellement montré qu'il y a réellement un impact sur donc, la protection cardiovasculaire. Donc, commençons par les données donc, des inhibiteurs de DP4, de DTP4. Alors, les inhibiteurs de DP4, comme je dis tout à l'heure, vous avez l'examine, zavortimib, Tecos, Carmelina. Vous avez donc les études avec les analogues du GLP-1. L'étude phare, donc l'Ilixa n'a pas montré grand-chose, mais l'étude phare essentiellement, c'est l'étude leader avec l'iraglutide, qui a montré qu'il y avait une protection cardiovasculaire, et je vais entrer dans le détail. Vous avez une étude qui est très prometteuse avec le Cysteine 6, avec la sémaglutide, et la sémaglutide a montré un résultat aussi très intéressant en matière de protection cardiovasculaire. Vous avez l'étude Excel, vous avez l'étude Harmony. Et on termine par les inhibiteurs de GLT2, Lamparec, Canvas et Declartibi. Alors, si on essaie de résumer ces études, vous avez donc avec les inhibiteurs de DP4 versus placebo, vous voyez donc là où vous avez toutes les études examines, c'est Vortimib, Tecos, Carmelina. Donc le suivi est à peu près le même, il est de 3 ans dans l'étude Tecos. Le nombre de patients est le plus important dans le Savortimib et dans le Tecos. Vous avez tous, c'est des études qui ont été menées chez des patients en prévention secondaire, c'est-à-dire des patients qui avaient soit un syndrome coronaire, soit il y avait une maladie cardiovasculaire établie. Vous avez toutes les études ont été démarrées chez des populations relativement mal équilibrées, avec une hémoglobine glyquée autour de 8. Vous avez donc les molécules utilisées, et vous avez le critère composite. Vous voyez essentiellement, on a pratiquement les résultats sont identiques, essentiellement donc le composite cardiovasculaire, dans l'infarctus du myocarde, l'AVC et l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Le Savortimib, donc essentiellement, c'est le Savortimib qui sort un peu du lot, puisque donc on a une hospitalisation pour insuffisance cardiaque qui a été plus précoce avec la molécule, la Saxa, par rapport au placebo. Et là, donc, c'est la seule molécule qui est actuellement pratiquement peu utilisée ou très peu utilisée donc en thérapie. Voilà, vous avez donc le résumé de ces études-là. Alors, Savortimib, donc pratiquement au niveau de une réduction de l'HbA1c donc très faible, mais avec un risque relatif de 1 point. L'examine, un risque relatif de 0,96. Tecos, non-infériorité, donc une réduction de l'hémoglobine glyquée de 0,3, avec un risque relatif pratiquement de 0,98. Et vous avez ici, donc les critères utilisés ici, le critère principal, c'est les 3 MACE. Critère principal 3 MACE, dans Savortimib, c'est 4 MACE. Et dans la Carmelina, c'est la seule molécule qui a essayé donc de voir la linagliptine. La linagliptine est une molécule très intéressante. Et là, bon, là aussi, à ce niveau-là, il n'y a pas d'infériorité par rapport donc, au placebo. Alors maintenant, on va voir donc, les résultats avec les agonistes du récepteur du GLP-1. Donc essentiellement l'étude leader. Et je vais vous présenter un tableau où vous avez là aussi donc, résumé toutes les données donc, de ces études-là. Revenons donc à l'hémoglobine glyquée, elle est pratiquement identique à tous ces patients-là. On est en prévention secondaire et vous avez, c'est là où on a dans le composite critère donc cardiovasculaire, composite cardiovasculaire, on a une réduction intéressante puisqu'on arrive à avoir donc une diminution de risque cardiovasculaire pratiquement qui est à peu près ici donc de 13%. Et donc en fonction des critères utilisés, donc on a un résultat. Et vous allez voir, c'est là où sur cette courbe-là, vous voyez qu'il y a une diminution de risque de 13%. Donc il y a une supériorité par rapport au placebo. Vous voyez que dès le début, donc après 12 mois de traitement, on commence à avoir les courbes qui commencent à se décaler par rapport au placebo. Donc, décès cardiovasculaire, les 3 mai, c'était donc 3 points essentiellement, décès cardiovasculaire, insuffisance, infarctus de myocarde ou AVC. Donc, vous voyez, donc là, c'est important, puisque chez ces patients diabétiques à haut risque, dont 81% en prévention secondaire, on a une réduction donc de ces 3 points, de mes 3 points, une réduction qui est de 13%. Alors l'étude ELIXA, vous voyez, donc il n'y a pas donc, de différence entre la molécule et le placebo, puisque les courbes ne se séparent pas, et on a pratiquement les mêmes résultats.
Alors l'étude Cystine, là, les résultats encore sont plus spectaculaires, puisqu'on arrive à avoir, donc par rapport au placebo, vous voyez, donc là aussi les 3 points de May, c'est le décès cardiovasculaire, l'infarctus du myocarde et l'AVC chez les patients à haut risque, et vous voyez donc non-infériorité et une supériorité qui était démontrée, donc supériorité donc, de la molécule par rapport au placebo. Donc aussi bien pour la mortalité cardiovasculaire, pour l'infarctus du myocarde et pour l'AVC. Donc vous voyez donc l'étude Excel avec l'exénatide en injection hebdomadaire. Donc là, on a par rapport au placebo, il n'y a pas de différence. Donc vous voyez, donc il n'y a pas d'infériorité, mais il n'y a pas non plus de supériorité. Donc c'est idem. L'étude Harmony Outcome, donc avec l'albiglutide, là on a un résultat avec les 3 MACE toujours. Ce résultat est positif et surtout en rapport avec l'effet sur l'infarctus du myocarde, puisqu'on arrive donc à avoir une réduction qui est pratiquement de moins de 25%. Alors si on résume donc ces études avec les analogues du GLP-1, les études ELIXA, donc vous avez un risque relatif qui est de 1,02. LEADER, donc une réduction de 13%, avec un risque relatif de 0,87. Sustain, donc on a une réduction très intéressante puisqu'on a un risque relatif qui est de 0,74. Excel, donc un risque relatif de 0,91. Et l'étude Harmony, donc une réduction avec un risque relatif qui est pratiquement de 0,78. Donc vous voyez, lorsqu'on va résumer ces différentes études, résultats sur le MACE des différentes études avec les analogues du GLP-1, on a pratiquement par rapport au 1, on a la seule qui donne un résultat qui est négatif, c'est l'étude ELIXA, alors que les autres, pratiquement, on a donc une prévention cardiovasculaire qui varie en fonction de la molécule utilisée. Alors vous avez la dernière étude, l'étude Rewind. L'étude Rewind, c'est une étude particulière. Cette étude est particulière parce que c'est une étude qui comparait l'effet donc de la glutide, 1,5 mg par semaine, par rapport au placebo. Alors cette étude, donc bien sûr, c'est l'ajout de cette molécule par rapport au traitement standard sur la survenue du MACE, toujours 3 MACE, chez le patient diabétique de type 2. La caractéristique de cette étude, c'est que c'est différencié des autres études parce que c'est pas en prévention de sécurité cardiovasculaire, c'est en prévention primaire. C'est pas les mêmes malades que par rapport aux autres études qui avaient déjà donc des complications cardiovasculaires. Alors très faible proportion de personnes en prévention cardiovasculaire secondaire, seulement 31%. C'était les autres, vous voyez, les autres études, c'était des patients avec des hémoglobines glyquées autour de 8. Là, c'était des patients pratiquement équilibrés, puisqu'ils avaient des hémoglobines glyquées autour de 7,3. Près de la moitié, 46% des participants à l'étude Rewind étaient des femmes. La période de suivi est quand même une période assez longue, c'est une période à peu près de 5 ans et demi. Et les résultats préliminaires donc, ont été, donc, je dirais, ce n'est pas des résultats très concluant, puisqu'il vient d'être publié. Il vient d'être publié donc, récemment donc, dans le congrès de l'ADA de juin 2019. Et là, on est pratiquement, ça ne réduit pas de façon significative les événements cardiovasculaires majeurs, puisqu'apparemment, en gros, on aura donc les études de sous-classe, mais en gros, ça réduit à peu près de 12%, c'est pas extraordinaire. Donc là aussi, c'est pas quelque chose qui est spectaculaire et ça n'amène pas grand-chose. C'est-à-dire que par rapport au placebo, donc ajouter une molécule en injection hebdomadaire par semaine en matière de prévention cardiovasculaire, pour le moment, sur le résultat préliminaire qui ont été publiés dernièrement. Donc, c'est pas spectaculaire. Alors, vous avez bien sûr en dernier donc les inhibiteurs donc, du GLT2, donc les glyphosines, la classe glyphosine. Et dans la classe des glyphosines, le chef de file, c'est l'empagliflozine, commercialisé sous le nom de Jardiance. Et là, on a des résultats meilleurs. C'est là où il y a un résultat spectaculaire, puisque l'étude Empaleg, c'est considéré comme l'étude phare qui a marqué un tournant dans la prise en charge du diabète de type 2 avec maladie cardiovasculaire établie en raison de la protection cardiovasculaire. Puisqu'on arrive, donc pour le triple MACE, on arrive à avoir une réduction de 14%. La mortalité cardiovasculaire, une réduction de 38%. La mortalité totale, une réduction de 32%.
et l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, une réduction de 35%. Bon, là, bon, c'est des résultats spectaculaires de cette étude. Alors, si vous, donc, de là, donc, il y a eu d'autres études avec toujours cette classe thérapeutique versus placebo, donc l'étude Empiric Outcome, donc toujours prévention secondaire, moyenne par rapport à la même, moyenne d'hémoglobine glycée autour de 8. Vous avez donc le résultat, donc l'étude Empiric, mais vous avez aussi donc des résultats qui sont aussi intéressants avec le Canvas, hein, donc, et aussi des résultats avec Declartimi, donc qui montrent quand même qu'il y a des résultats intéressants au niveau cardiovasculaire, au niveau protection cardiovasculaire. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, je reprends point par point. Alors, les bénéfices rénals aussi, donc les inhibiteurs donc, de GLT2, essentiellement dans l'étude Empiric. Vous voyez, ce bénéfice rénal, on l'a dès le démarrage du traitement, à partir du 3e mois du traitement. On commence par rapport à les courbes se décalent par rapport au placebo, et on arrive infini, donc à avoir donc, une réduction, une protection cardiovasculaire. Donc, pratiquement, progression vers toutes les composantes de la maladie rénale, qu'elle soit donc la progression vers la macroangiopathie, le dédoublement de la créatinine, la dialyse, la greffe, le décès, on arrive à avoir une réduction qui est aux alentours de moins de 39%. La même chose là aussi, toujours au niveau de la néphropathie. Donc, si on essaie donc de voir un petit peu, donc, de rentrer dans le détail, on a des résultats spectaculaires en matière de la prévention de la néphropathie. Bon, cela a amené que cette protection par cette molécule, en plus donc de la baisse de l'HbA1c, donc il y a une protection propre à la molécule elle-même. Donc, c'est ce qu'ils appellent l'effet pléiotrope. Et cet effet pléiotrope, c'est-à-dire qu'on a ces résultats donc, sur la protection de la maladie rénale chronique, même protection cardiovasculaire avec ou sans maladie rénale. Donc finalement, c'est ce qui a donc à montrer que là aussi donc l'effet pléiotrope de la molécule est intéressant. Et ça a été démontré donc là aussi. Donc, vous voyez, même profil de tolérance de sécurité avec ou sans maladie rénale. Et vous voyez donc l'effet pléiotrope de l'empagliflozine au-delà de la glycémie. On arrive à avoir un effet sur le poids, donc une diminution du poids intéressante, une diminution donc de la circonférence du tour de taille, de la tension artérielle, de l'insuffisance cardiaque, etc. Donc je passe rapidement. Alors vous voyez ici, donc c'est intéressant de voir ces deux molécules qui ont montré donc une protection cardiovasculaire. Le leader l'Empiric. Donc l'Empiric, vous voyez ici, donc plus grande homogénéité des deux résultats dans l'étude, majoration non significative des AVC dans l'Empiric. Alors cette majoration non significative de l'AVC de l'Empiric est due probablement au rôle de l'hyperviscosité sanguine liée donc à l'hémoconcentration due à l'effet des diurétiques. Alors, en conclusion, donc finalement, vous avez donc ça, ces résultats, bien sûr, ils ont eu un impact sur les guidelines, l'impact sur le consensus ADA-VSD 2018-2019, et on a vu donc qu'il y avait pratiquement donc les inhibiteurs de GLT2 analogue du GLP1 chez le patient diabétique avec maladie cardiovasculaire. Là aussi, le guide de prescription diffère, puisque de toute façon, le choix va d'abord pour la metformine, s'il n'y a pas d'insuffisance rénale sévère, l'hygiène de vie bien sûr, pas de maladie cardiovasculaire, ajouter en second lieu un médicament, maladie cardiovasculaire, donc en fonction qu'il y ait ou pas de maladie cardiovasculaire, le choix va différer. Alors finalement, vous avez donc le patient, ce que notre rôle c'est de diminuer les complications et d'augmenter la qualité de vie, et donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc ce choix va dépendre de ces données qu'on a exposées. Et bien sûr, donc tout le rôle donc, du diabétologue dans cette prise en charge du diabète de type 2. Alors vous avez donc les dernières recommandations ADA, et je vais les résumer donc tout simplement. Vous avez ici les recommandations pour le traitement de l'hyperglycémie du diabète de type 2 viennent d'être mises à jour dans les recommandations de l'ADA 2018.
par un groupe d'experts, je passe, et vous avez, ils traitent, ils tiennent compte des résultats des essais cliniques publiés en 2015 et démontrent qu'une protection cardiovasculaire est rénale avec deux classes de médicaments, les inhibiteurs de GLT2 et les analogues du GLP1. Alors, si on doit un petit peu résumer, si vous voulez, un petit peu, donc, ça a été, donc, c'est une mise à jour qui a été faite par notre ami, donc, professeur André Chêne, et qui préconise, donc, bien sûr, toujours en première ligne de traitement, selon les recommandations, style de vie plus metformine. Critères de choix de deuxième ligne de traitement, ça dépend de ces deux impératifs, avec maladie cardiovasculaire ou rénale, sans maladie cardiovasculaire ou rénale. S'il y a une maladie cardiovasculaire ou rénale, donc maladie athéromateuse prédominante, on va y aller pour un analogue GLP1 ou bien un inhibiteur de GLT2 ayant prouvé une cardioprotection. S'il y a une insuffisance cardiaque ou maladie rénale prédominante, la référence va vers un inhibiteur de GLT2. S'il n'y a pas, donc, c'est pas possible, un analogue GLP1 ayant prouvé une cardioprotection. Maintenant, s'il n'y a pas donc de maladie cardiovasculaire ou rénale prouvée, donc on va rester donc en fonction de but principal, qu'est-ce qu'on cherche. Si on cherche donc éviter l'hypoglycémie, on va donc démarrer par un inhibiteur de DP4. Si le but principal de faire perdre de poids, c'est un analogue du GLP1. Si le but principal est de limiter le coût, bien sûr, on va opter pour les sulfamides. Alors, cela nous amène donc à un changement de paradigme. Et dans ce changement de paradigme, donc les études donc, cardiovasculaires chez le patient diabétique de type 2 à risque, les conclusions et les impacts, donc en fonction de qu'est-ce qu'on cherche. Si on cherche une protection cardiovasculaire, diminution de l'insuffisance cardiaque, diminution de l'insuffisance rénale, on va donc aller pour les molécules qui ont montré donc, une protection. Si on cherche donc une protection cardiovasculaire aussi, donc, on va ici donc, utiliser les analogues du GLP1. Donc en conclusion, donc, ce changement de paradigme, transition d'une vue glucocentrique privilégiant les aspects métaboliques, l'HbA1c, hypoglycémie, poids, vers une vue qui cible le profil complications cardiovasculaires et rénales, nécessité d'accommoder les recommandations de remboursement avec les nouvelles recommandations, et ça c'est notre rôle aussi, donc nécessité d'accommoder les conditions de remboursement avec les nouvelles recommandations internationales. Nombreuses questions restent non résolues, mais certaines réponses importantes attendues, avec les essais cliniques toujours en cours. Prévention primaire, donc l'étude REMIND positive, mais pas très concluante. L'étude d'Eclartimi, on attend les résultats. L'insuffisance rénale, on a des études qui sont en cours. L'étude CREDENS, l'étude d'APA insuffisance cardiaque ou l'AMPA rénale. L'insuffisance cardiaque aussi, on a un certain nombre d'études qui sont en cours. Les gliptines, la linagliptine versus sulfamide, on attend aussi donc les résultats finaux de l'étude Carolina. Donc c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Donc et je termine par un message fort qui est donc réévaluer l'efficacité du traitement, réévaluer l'efficacité du traitement 3 à 6 mois après introduction par dosage de l'HbA1c, éviter l'inertie médicale, arrêter les traitements inefficaces ou intensifier le traitement, et je vous remercie.